27 novembre 1942. Le fleuron de la flotte française sombre en quelques heures dans le port de Toulon. Il ne s'agit pas d'une attaque ennemie. Ce sont les Français eux-mêmes qui ont coulé leur bateau. Le cuirassé Strasbourg, le croiseur Colbert, l'Algérie, le Duplex. Sur les 173 navires présents dans la rade, plus de 85 sont passés par le fond. C'est un désastre dont la marine aura beaucoup de mal à se relever. Et comment en est-on arrivé là? Qui a donné les ordres? Qui les a exécutés? La réponse à ces questions se trouve dans l'histoire douloureuse de l'armée de Vichy. Prisonnière de ses contradictions, elle contraint sa marine à l'acte le plus désespéré, un sabordage. Le sabordage de Toulon prend sa source dans la débâcle de l'armée française. Le Führer, satisfait par sa victoire rapide, a confié ses intentions à Mussolini. Occuper la France à moindre frais, ménager les militaires français pour éviter que certains d'entre eux reprennent le combat. Tout se joue lors de la signature de l'armistice à Rotonde le 22 juin 1940. C'est le général Unsiger et l'amiral Leluc qui représentent la France. Épuisés par plusieurs jours de voyage sur des routes dévastées, ils veulent néanmoins sauver 3 points. La France doit pouvoir garder une armée, conserver l'Empire et rester maîtresse de sa flotte. Ils espèrent encore négocier avec Hitler. Contrairement à leur attente, il n'y a pas de négociation possible à Rotonde. La convention d'armistice impose le partage du territoire et des conditions drastiques aux Français. Unsiger pense avoir sauvé l'essentiel. La France conserve une armée et une puissante marine. Soulagé, il fait son rapport au général Weygand, resté à Bordeaux. Allô, qui est à l'appareil? Le général Weygand. Ah, le général Weygand. Oui, mon général, c'est Unsiger. Numéro général, c'est fait. Oui, mon général. C'est fait. Au gouvernement, on se félicite d'avoir préservé la flotte. La convention d'armistice prévoit que les Allemands ne pourront pas utiliser les bateaux français. En contrepartie, ils doivent être désarmés et placés sous contrôle allemand. Cette flotte, qui déchaîne tant de convoitises, est l'une des plus belles de l'histoire du pays. Elle a été entièrement rebâtie depuis les années 20. La puissance coloniale de la France est à son apogée, et la flotte joue un rôle central pour relier les territoires disparates de l'Empire à la métropole. Elle place le pays au 4e rang mondial derrière l'Angleterre, les États-Unis et le Japon. À la veille de la guerre, elle fait la fierté de la nation. Sous les couleurs qui flottèrent jadis sur le Vengeur, la flotte française réunit en 1939 tous les éléments d'une force navale qui compte parmi les plus puissantes du monde. En dépit de sa splendeur, la flotte n'a pas pu empêcher la débâcle. Même si elle s'est très bien battue, elle s'est peu battue. À part à Narvik aux côtés des Anglais et lors du bombardement de Gênes en juin 40, les grands bâtiments français n'ont pas été engagés dans la bataille. Et à bord des bateaux ultramodernes, l'organisation et la discipline demeurent traditionnelles. Envoyez!
Nous n'avions pas le droit de vote à l'époque. C'était défendu. On jurait de ne pas appartenir à une formation politique, quelle qu'elle soit. Moi j'ai fait les sonneries sur le Strasbourg avec le clairon, dans le poste où il y avait le haut-parleur pour annoncer beaucoup de choses à l'équipage, voilà. Le matin, à 6 h, branle-bas. Et au clairon, hein. Cinq minutes après, la marche au clairon, faut dire tous les hamacs doivent être décrochés. 5 minutes après, à 6h10, on sonnait pour prendre le petit déjeuner, le café. Ça n'arrêtait pas le clairon du matin au soir. Et tous les bâtiments étaient pareils. Le patron de cette flotte, c'est François Darlan. Il la dirige depuis 1937. C'est un radical socialiste et un laïc, chose rare dans un corps d'officiers plutôt conservateur et catholique. Il n'était pas aimé dans une grande partie de la marine parce que c'était un homme politique d'une part, ce qu'on apprécie relativement peu dans le milieu maritime, mais aussi parce qu'il avait ses équipes à lui. Alors on appartenait aux équipes de Darlan, et à ce moment-là, on faisait carrière, où on n'y appartenait pas. Avant même l'armistice, Darlan a fait la promesse à Churchill qu'aucun navire français ne servirait contre les Britanniques. Pris dans l'étau entre cette parole donnée et l'armistice qui met l'essentiel de la flotte sous contrôle allemand, Darlan trouve une échappatoire. Il envoie à ses officiers des consignes secrètes de sabordage. Il pense avoir sauvé l'honneur. En fait, il vient d'enclencher une bombe à retardement. La France garde une zone libre, protégée par une armée de terre de 100 000 hommes. Elle conserve son empire et le moyen de communiquer avec lui, ses navires de guerre. Aux yeux des militaires français, la guerre est finie. Pour les Britanniques, elle continue. Churchill, qui ne croit plus les Français, décide de neutraliser les bateaux à sa portée avant qu'ils ne rentrent en France. C'est l'opération Catapulte. Le 3 juillet, il pose un ultimatum à l'amiral Jean Soule, commandant l'escadre de Merz-el-Kébir. La négociation échoue, les navires français sont écrasés sous une pluie d'obus. Environ 15 jours plus tard, ou peut-être 3 semaines, tous les bâtiments de guerre, qui étaient à bord du fort à ce moment-là, on nous a amenés à Toulon, au port de Strasbourg, à un cinéma. Je crois que c'était le Casino, je crois, pour nous faire revoir le film de Merz-el-Kébir. On voyait vraiment l'obus qui éclatait, qui fait les digues. Et puis on a vu le Bretagne, quand il a reçu un pruneau. Il a reçu un bloc, je crois qu'il a frappé dans toute la munition. Là, le bateau, clac, il est disloqué. On a vu les marins nager dans le mazout. On a vu les marins qui ont essayé de partir à l'appareillage. Trop tard. Bam, frappé. Les Français se sentent trahis et Vichy exploite leur colère. Ces images, qui reconstituent le moment de l'ultimatum, omettent délibérément de préciser que les Anglais avaient offert 3 possibilités à l'amiral Jean Soule. Se saborder, se battre à leur côté, ou bien rallier un port neutre. Jean Soule refuse même cette dernière possibilité. « 1300 marins français meurent à Merz-el-Kébir. » Quelques jours plus tard, la marine conduit ses morts au champ de repos. Le long cortège funèbre précédé du clergé gagne le cimetière de Merz-el-Kébir. Les hommes, qu'ils soient amiraux, officiers ou
marins pleurent simplement les leurs. Nous nous souviendrons, dit devant les tombes fraîchement ouvertes, l'amiral Jean Soul. Le chef trouve les mots pour consoler les mères. Les matelots, eux, cherchent parmi les cercueils celui de leurs meilleurs camarades de combat. Après un tel drame, il est devenu plus difficile pour les militaires français encore hésitants de rejoindre Londres, d'où le général de Gaulle lance ses appels. J'appelle tous les militaires français de terre, de mer et de l'air à venir s'y joindre. J'invite à s'y enrôler tous les jeunes gens et tous les hommes en âge de porter les armes. Ils doivent rejoindre immédiatement le territoire britannique. Du côté de Vichy, on s'inquiète de la loyauté des officiers en poste dans les colonies. Des émissaires sont envoyés aux quatre coins de l'Empire. À Dakar, les hommes soupçonnés d'anglophilie sont remplacés par des fidèles du régime. Des navires de guerre arrivent de Toulon pour protéger la colonie. Le 23 septembre, quand le général de Gaulle se présente avec une escadre britannique devant la capitale de l'Afrique occidentale française, l'affrontement est devenu inévitable. Pour la première fois dans cette guerre, des Français combattent d'autres Français. Le monde entier a été profondément indigné par l'agression ignoble commise par les Anglais sur Dakar. Cette agression, dirigée par l'ex-général de Gaulle, traître à la patrie, a échoué grâce à la résistance héroïque des troupes françaises. Après cet acte révoltant, nous recevons enfin le reportage filmé des combats qui ont été livrés. Il faut choisir son camp. Le gouvernement du maréchal Pétain s'engage dans une collaboration de plus en plus étroite avec l'Allemagne. Et à Vichy, les marins tiennent une place très importante. En 1941, l'amiral Darlan est non seulement vice-président du Conseil, mais aussi ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Intérieur et ministre de la Marine. On donne au régime de Vichy le nom de « Société protectrice des amiraux ». Beaucoup d'amiraux, et les amiraux, la marine, a effectivement été très, très présente dans le régime de Vichy, notamment parce qu'elle n'avait pas, je dirais, perdu la guerre. En combattant à Mers el-Kébir et à Dakar, les marins français ont prouvé qu'ils étaient capables d'affronter leurs anciens alliés. Ils sont récompensés par les Allemands. Les prisonniers de guerre faisant partie de la marine sont tous libérés. Adolf Hitler accepte que la convention d'armistice soit suspendue. Les principaux bâtiments sont regroupés à Toulon et de plus, il reste armé. Cette unité recomposée est baptisée Force de haute mer. L'élite de la marine française est réunie dans la rade, mais comme le reste de l'armée d'armistice, elle ne combat pas. Cela sert les intérêts d'Hitler, car pendant ce temps-là, dans l'Atlantique, la bataille fait rage entre U-boats allemands et navires britanniques. J'étais réquisitionné à la Pyrotechnie de Toulon. Et là, il y avait des gendarmes maritimes qui nous gardaient. Et on nettoyait les douilles des obus. Et ils nous disaient, les gars, il faut s'engager. Les gars, il faut s'engager. Vous verrez les colonies. Vous pouvez partir en Afrique. Et c'est là que c'est venu que je me suis engagé. J'étais embarqué sur le Strasbourg comme simple marin. Et là, on nous a demandé qu'est-ce que vous vouliez faire, tout ça. J'ai dit, ben moi, ça m'est égal. Mais il y a des cours de canonnage. Alors, ils m'ont inscrit sur un cours de canonnage qui a duré à peu près 2 mois. Après, ils m'ont assigné à une
une pièce d'artillerie. Il me dit, voilà, quand il y a le poste de combat, vous venez à cet endroit-là, voilà. À bord des navires, les marins sont soumis à l'entraînement sans connaître leur réel ennemi. Les Anglais, les Allemands ou les Italiens. Ils vivent dans l'attente d'un affrontement qui n'arrive pas. On n'était plus en guerre. Ben nous, on n'était plus en guerre. On était en projet d'armistice. On n'était plus en guerre, on n'avait plus d'armée, plus rien. Eh oui, il n'y avait plus que la flotte à Toulon. Voilà. On jouait beaucoup aux cartes et on jouait des paquets de cigarettes. Et c'est là que j'ai perdu 800 cigarettes. Dès qu'on sortait à 5 milles au large, on avait droit à la liberté de cambuse. Ça veut dire la cambuse de tabac. Chaque bateau avait son orchestre et nous, notre orchestre, c'était que des instruments creux. Pourquoi? Parce qu'on mettait des paquets de cigarettes dedans. À terre, on descendait et on allait chez le boulanger, la pâtisserie pour se payer un gâteau avec des cigarettes. Ouais, on faisait notre petit marché. Alors quand on était à quai, on avait la permission ou de la journée ou dans l'après-midi. On se revenait à Toulon, tout ce qu'on allait faire, on venait à Toulon, voilà. Nous étions fiers de notre tenue. Voilà. Voilà. On voyait des marins en ville qu'on ne voit plus aujourd'hui. Voilà. J'avais ouvert les cinémas. J'avais ouvert les cinémas à 10 h du matin, jusqu'à 10 h du soir. Et quand on allait au cinéma, on voyait que des pompons rouges. Il n'y avait pas de civils avec nous. Il n'y avait que des marins. Et en plus, il y avait le quartier réservé, que le quartier réservé n'existe plus maintenant. Vous savez ce que c'est, le quartier réservé? Le bordel. Il y avait ça, hein? Il y avait ça. Alors là, il y avait souvent des bagarres avec les chasseurs alpins. Il y avait des bagarres. Alors donc, on patrouillait aussi, on faisait la patrouille le soir. On ramassait les ivrognes et on les amenait à la patache. Avril 1942. Laval qui rassure davantage les Allemands évince Darlan du pouvoir. Mais celui-ci reste commandant en chef des forces armées. La guerre prend un autre tournant. Après des nuits et des jours de combat, les forces françaises libres ont remporté leur premier grand succès à Bir Hakeim. Les Allemands sont mis en difficulté sur le front de l'Est. Ils sont bloqués à Stalingrad. Et de l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis sont entrés en guerre. Quand les Américains décident de débarquer en Afrique du Nord, le 8 novembre 1942, ils ne savent pas encore quelle sera l'attitude des Français. Le président Roosevelt s'adresse à eux en espérant les rallier à sa cause. Voyez-nous bien, nous ne voulons vous faire aucun mal. Nous vous assurons qu'une fois que la menace de l'Allemagne et de l'Italie soit bien éloignée de vous, nous quitterons votre territoire immédiatement. Quand on a appris le débarquement américain à Alger, ou l'avion en Algérie, on prend une tonne satisfait, nous étions heureux. On dit, ah, ça commence par là-bas, sûrement un jour ça va venir pour nous. Le 8 novembre, les Alliés débarquent à Alger, Oran et Casablanca. À Alger, François Darlan est présent par hasard, au chevet de son fils malade.
Les Américains font pression sur lui. S'ils arrivent à convaincre le commandant en chef des forces de Vichy de se rallier à eux, les combats cesseront immédiatement. Darlan veut être sûr que ce débarquement est suffisamment important pour faire basculer le cours de la guerre. Il cherche aussi à avoir l'approbation des hommes de Vichy, qui se méfient des Allemands, mais tout autant des Anglais. Pour eux, la France doit se ranger du côté du plus fort. Certains pensent que l'avantage est encore du côté de l'Allemagne, mais le général Weygand et l'amiral Offand, secrétaire d'État à la Marine, penchent pour les Alliés. Offand pense même qu'il est possible que le maréchal Pétain change de camp. Il est en contact permanent avec l'amiral Darlan et lui télégraphie qu'il a l'accord intime du maréchal. Offand se trompe, mais Darlan s'accroche à cette idée pendant plusieurs jours. Au milieu de ces hésitations, les troupes françaises reçoivent des ordres contradictoires et résistent aux Américains. Les combats font plus de 1300 morts côté français et près de 500 côté américain. Le 10 novembre, Darlan se range finalement du côté des Alliés, mais il ne veut pas renoncer à l'atout que représente la flotte. Il appelle l'amiral de Laborde, qui commande les forces de haute mer, à le rejoindre avec les navires. À Toulon, où l'on reçoit ces messages, Laborde ordonne de mettre les feux. Les navires sont prêts à partir. Nous avions fait le plein de mazout, fait le plein de vivres. Le bateau était prêt à parier. Tous les bateaux de l'escadre. On n'a jamais été privé de pétrole, jamais. On a fait des ravitaillements à bloc, on était. Pour deux mois de mer. Mais le projet de l'amiral de Laborde n'est pas de rejoindre les Alliés. Bien au contraire, il est soucieux de montrer sa loyauté aux Allemands et se prépare à repousser une éventuelle attaque britannique. Alors Laborde, le comte Jean, était un personnage assez particulier, qui normalement aurait dû être à la retraite quand ça s'est passé, qui avait été très marqué par l'affaire de Merselkebir, et c'est une espèce de seigneur avec beaucoup d'autorité et qui, au fond, n'acceptait pas beaucoup la contestation. Et il était légaliste. Autrement dit, il y avait des responsables politiques à Vichy qui donnaient les ordres et lui les exécutait. Profondément anglophobe, Laborde fait partie des collaborateurs les plus convaincus. Il a même déclaré qu'il était prêt à se battre aux côtés des Allemands. À la demande de Darlan, il répond par le mot de Cambronne. En 1942, les responsables politiques français, et en particulier beaucoup des militaires français et notamment des amiraux, eux, n'ont pas encore pris la mesure de ce qui était en train de se passer, alors que les Américains étaient rentrés en guerre, que sur le front de l'Est, les Allemands rencontraient de grandes difficultés en Russie, que tout était en train de changer, et le 8 novembre aurait dû les éclairer. Überwachungsflug längs der Küste. Les préférences des uns et des autres sont balayées le 11 novembre 1942, jour où les Allemands franchissent la ligne de démarcation. Ein Grenadierbataillon auf dem Marsch durch Südfrankreich. Das Tagesziel dieses Verbandes ist Marseille. Les troupes d'Hitler envahissent le sud de la France et ne rencontrent aucune résistance. Soldats et aviateurs français de la zone libre quittent leur cantonnement et abandonnent leurs armes, sans les détruire. Des milliers de véhicules, des centaines de canons et plus de 1200 avions sont saisis par l'occupant. L'armée de Vichy a vécu. Les illusions de l'armistice ne tiennent plus qu'à un fil. Et ce fil, c'est une zone minuscule qui reste libre malgré tout. La ville de Toulon. Cette zone d'exception est baptisée le camp retranché. La flotte aurait pu sortir de Toulon dans les 24 heures ou 48 heures qui ont suivi l'invasion de la zone libre par les Allemands. S'il y avait eu la volonté de partir, ils auraient pu partir. Mais il n'y avait pas la volonté de partir. Le camp retranché est gouverné par l'amiral Marquis. Pétainiste convaincu, il a autorité non seulement sur le port,
mais aussi sur la ville. Il impose un régime autoritaire que les Toulonnais appellent par dérision le marquisat. L'amiral Marquis était le préfet maritime de Toulon, c'est-à-dire que lui, il n'était pas du tout responsable de la flotte, il était responsable de l'approvisionnement de la flotte, de la sécurité de la base et donc du corps tranché. Marquis, c'était le corps tranché. Marquis ordonne un couvre-feu, ainsi que la surveillance et l'expulsion de tous les éléments indésirables de la ville. Une fois les Allemands aux portes de Toulon, la question est inévitable. Rester ou prendre le large. Du rêve de Vichy anéanti, il ne reste plus que la flotte isolée dans la rade. Marquis et Laborde pensent sauver leur navire en donnant leur parole d'honneur à Hitler qu'ils ne se battront pas contre l'Axe. Ils jurent de défendre Toulon contre les anglo-saxons et les Français ennemis du maréchal. Mais à bord des bâtiments, la révolte gronde. Moi, je me suis trouvé au milieu des marins qui disaient aux officiers « On ne va pas rester là, mais dans les Allemands, ils ont franchi la ligne, ils vont venir, il vaut mieux qu'on parte, tout ça. » Beaucoup de gars qui disaient l'Algérie, parmi eux, il y avait beaucoup d'Alsaciens. Et les Alsaciens avaient peur que si jamais les Allemands venaient, qu'ils étaient enrôlés dans l'armée allemande. On s'est adressé à nos chefs respectifs pour dire « On veut partir, nous, pourquoi on attend? Qu'est-ce qu'on attend ?» Alors, ils nous sont venus, ils ont consulté tous les officiers supérieurs, ils ont dit « On ne peut pas partir. On est là, on attend, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. » Voilà. Ils ont refusé de partir. Plusieurs marins révoltés sont emprisonnés. À bord du Strasbourg, pour calmer la fronde, l'amiral de Laborde réunit les commandants de bâtiments et leurs adjoints et exige qu'ils lui prêtent un serment d'obéissance. Sur 19 officiers, un seul refuse de prêter ce serment. C'est le capitaine de vaisseau, Potuot. De Laborde le relève immédiatement de son commandement. Les autres commandants prêtent serment à Laborde, selon un texte qu'il a rédigé lui-même. Il veut pouvoir compter sur leur obéissance, quels que soient les ordres. Rassuré sur la discipline de ses subordonnés, le comte Jean donne des consignes de précaution de sabordage. Prévu depuis juin 40 par Darlan, le sabordage est matériellement préparé pour la première fois. Sur tous les bateaux, il y avait une équipe de sabotage qui était prévue. Mais aussi, il y avait 6 bonshommes qui étaient chargés de poser les explosifs, de faire sauter le bateau, enfin, de le faire couler, quoi. Hein. C'est dans la nuit qu'on nous a appelés, dans la nuit, ou à 9 h du soir peut-être, pour aller faire les préparatifs du sabordage du bateau. Alors, naturellement, moi, je n'ai pas porté les gueuses parce que ça consistait à mettre des pétards sur la coque, des gaz par-dessus pour que la déflagration se fasse dans la mer, côté mer, en crevant la coque. Mais c'était fait proprement. C'est-à-dire qu'on voulait que le bateau coule droit. À bord des sous-marins, les équipages s'interrogent. On a discuté entre nous, on a délégué le quartier-maître-chef Henri, qui était le plus ancien des torpilleurs, et Gravier, qui était le plus jeune des matelots canonniers, en délégation auprès de l'Herménée, en disant que tout l'équipage, et sans exception, ne voulait pas se saborder et, au contraire, voulait continuer le combat. La réponse a été assez évasive, elle n'a pas été catégorique, elle a dit « Ne vous en faites pas, faites-moi confiance et obéissez ». Et à notre avis, dans sa tête, il avait déjà décidé de partir. À partir du 15 novembre, les forces d'Hitler se sont suffisamment renforcées en zone libre pour défendre toute la côte méditerranéenne. Elles sont prêtes à résister à un débarquement allié. Le 18 novembre, les Allemands exigent que les dernières troupes françaises de l'armée de terre encore présentes se retirent du camp retranché de Toulon. Autour de la ville, on note une recrudescence des activités de l'armée allemande.
Malgré cela, Marquis et Laborde n'en démordent pas. Pour eux, la menace ne peut venir que de la mer, vers laquelle ils ont orienté toutes les défenses de Toulon. Le soir du 26 novembre, tout est calme. Le 26 novembre, au soir, j'étais de service. Et comme à d'habitude, on met les radeaux en place pour permettre le passage soi-disant d'une troupe. Et hop, à 9h, 10h, on va se coucher. Pourtant, les premiers éléments de la 7e Panzer et la division SS Das Reich roulent déjà en direction de Toulon. C'est l'opération Lila. Au poste de sécurité d'Olioul, le gendarme Lebert entend des bruits de blindés. Il est 4 heures. Ce sont les engins de la 7e Panzer qui arrivent par l'ouest. Lebert essaye de donner l'alerte. Constatant que les lignes sont coupées, il décide d'envoyer un gendarme en moto jusqu'à Toulon. À la même heure, la division SS Das Reich arrive par l'est. Elle passe le poste de Lavalette à 6 km de la ville. À 4h25, le gendarme Le Tiec arrive devant la porte Castigno et donne l'alerte. Il annonce que les Boches arrivent. Réveillez-vous! Je viens de la Valette, les Allemands sont à la Valette, les Boches sont là! Ah, je t'assure, j'en viens! Les lignes sont coupées, ils sont à la Valette! L'homme de garde, incrédule, lui demande de repartir vérifier l'information. Pourtant, les deux divisions s'approchent. Les Allemands, avant d'envahir l'arsenal, avaient pris possession de tous les forts qui dominaient Toulon. Donc, toutes les batteries anti-aériennes, enfin, etc., c'était déjà occupé par les Allemands. À 4h30, les Allemands se présentent au fort Lamalgue, où l'amiral Marquis a rapatrié ses bureaux de préfet maritime. L'amiral Robin, bras droit de Marquis, est réveillé par le bruit. Il tente de prévenir la flotte. Allô, l'amiral Robin en ligne. Il faut réveiller l'amiral Laborde. Dépêchez-vous. Les Allemands arrivent. L'amiral de Laborde n'arrive pas à y croire. Il fait rappeler Robin pour avoir une confirmation. Allô? Ici de Laborde, c'est vous, Robin? Il ne l'aura jamais. Les Allemands sont en train de prendre possession du fort Lamalgue. Ils arrêtent Robin avant qu'il ne puisse confirmer l'alerte. Ne m'appelez plus. Laborde, après avoir longtemps hésité, finit par ordonner le branle-bas sur tous les bâtiments des forces de haute mer. Les moteurs sont en avant. Les Allemands prennent aussi possession du ciel. Vers 5 heures, on entend des ronronnements de bruit d'avion. Oh! Et on pensait que c'était un avion qui ne faisait que passer, survoler Toulon. Ah non! C'était des avions qui lançaient des bombes éclairantes. Et ça, à l'intérieur du bâtiment où j'étais, c'était comme en plein jour. Avant 5 heures, la nuit était claire, quoi. C'était bon, on ne s'imaginait pas. Puis on a entendu des coups de feu, puis on a vu des fusées, et puis il y en a eu de plus en plus. Et puis comme je vous dis, on respirait à peine. On cherchait l'air frais. Adolf Hitler a envoyé un diplomate à Châteldon, où habite Pierre Laval. Il est chargé d'attendre 4h30 précises pour faire réveiller Laval
et lui remettre une lettre qui annonce que, contrairement à ses promesses, le Führer a donné l'ordre de s'emparer de la flotte. Laval, qui connaît les ordres secrets de sabordage, se précipite à Vichy pour arrêter la catastrophe. Il tient encore à rester en bons termes avec les Allemands. C'est l'amiral Leluc, qui accompagnait Unzige à Rotonde, qui transmet ses ordres. Mais l'officier de communication ne sait pas à qui il a affaire. Leluc transmet l'ordre de Laval d'éviter tout incident et précise « Ceci annule tous les ordres précédemment reçus ». L'officier ne le croit pas. Leluc est obligé de décliner son chiffre. Maurice Athanase, 1,98 m. Oui, Maurice Athanase, 1,98 m. Malgré cette identification, on ne le croit toujours pas. Les ordres de Laval sont répétés. Évitez tout incident. Il insiste. Arrêtez les frais le plus tôt possible. Pas de destruction de matériel et pas de coups de feu. Les Allemands ont à présent envahi toute la préfecture maritime et cet ordre ne parviendra jamais jusqu'à l'amiral de Laborde. De toute façon, il est trop tard. Il est 5h30 et l'amiral de Laborde a déjà donné l'ordre de sabordage. Au dernier moment, la discipline du marin l'a emporté. On a été affolés, les micros qu'on parlait. Sabordage, sabordage, évacuer, évacuer, sabordage, évacuer. Et puis ça a commencé à péter de tous les côtés. Il y avait les casseurs. Alors les casseurs, eux, cassaient les roues. Si les Allemands auraient monté à bord, ils auraient fermé les vannes, le bateau ne pourrait pas couler. Je suis descendu à la machine et j'étais prêt, j'avais mon chalumeau à la main et j'étais prêt à donner des coups de chalumeau dans les dents du réducteur. Une chose abominable. Mais... On a ordonné, nous, le noyage des soutes, parce que comme il y avait beaucoup de munitions et de poudre dans les soutes, il y avait simplement appuyé sur un bouton et le bateau s'est enfoncé tout doucement. Les coups n'arrêtaient pas de pam, 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 poum, poum, pam, poum. Ça a duré pendant 3 jours, là. Jour et nuit, sans arrêt. Et avec, comme le temps était couvert ce jour-là, il fallait voir la fumée, parce que les bateaux qui prenaient feu, il y avait du mazout aussi qui prenait feu également. C'était impossible. Et puis on a vu arriver des panzers qui venaient dans la porte principale et qui roulaient à allure assez forte et qui, quand ils sont arrivés devant le retour, ont marqué un arrêt. À 5h45, les Allemands parviennent à l'appontement Millau, où se trouve le Strasbourg et les plus gros bâtiments de la flotte. C'est là qu'on a commencé à tirer un peu, mais ça n'a pas duré longtemps, hein, puisque le bateau, tous les bateaux sautaient, se sabordaient, hein, et ça a été fini la bataille. Dans la rade du Mourillon, 4 sous-marins, le Casabianca, le Marsouin, l'Iris et le Glorieux, n'appliquent pas les consignes de sabordage et décident de quitter la rade. Un sous-marin, c'est comme une voiture. Vous appuyez sur le starter, ça démarre. On n'a pas besoin de chauffer avant. Quand nous avons quitté le quai, les Allemands nous tiraient dessus au fusil mitrailleur, à la mitraillette. Ils étaient à 30 mètres de nous. On les a vus, ils étaient là.
c'est nous qui nous sommes présentés les premiers à la passe de Saint-Mandrier, fermés par des filets, manœuvrés par un remorqueur qui, lui, n'a pas voulu nous ouvrir parce qu'il n'y avait pas d'ordre supérieur. Belay, le commandant en second, est allé tout à fait à la trave, à l'avant, a touché le remorqueur en disant « les ordres supérieurs, moi là, je vous les donne ». Et nous, on est passé juste ce qu'il nous fallait pour passer, et on a plongé. Alors, on entendait les orins de mine qui grattaient la coque, on s'attendait à ce que ça pète d'une seconde à l'autre, quoi. Et on a réussi. Dans l'arsenal, les Allemands se rendent maîtres des lieux. On va arriver, la porte qui s'ouvre, 2 Allemands. Le casque enfoncé jusqu'au front, mitraillette en joue. Ils avaient au moins 2 bandes de mitraillettes. Les grenades, français, haut les mains. Toujours les mettent les bras en l'air. Il dit Raoust. Le dernier, il fait l'entrée, il dit Raoust, Raoust, viens dehors. On a pris ce qu'on pouvait. Et il y avait déjà des soldats qui étaient sur le quai, des soldats et qui essayaient de grimper. Mais ils n'ont pas monté, ils n'ont pas pu monter encore. C'est nous qui avons descendu, nous sommes descendus, les marins qui étaient là, avec des valides, avec toutes sortes de trucs. On a pu descendre et à mesure, ils nous faisaient aligner contre un mur. Je me suis retrouvé avec un camarade dans l'arsenal. On entendait le bruit des explosions de tous les bateaux qui sautaient. Et on ne bougeait pas, on était là, qu'on attendait la fin de tout ce remue-ménage qu'il y a eu là. Hein. On voyait les bateaux en passant, on voyait les bateaux qui étaient coulés à moitié, les pavillons qui touchaient l'eau, ça vous crève le cœur. Ils nous ont encadrés quoi, pour aller sortir à la porte Castigno. À la porte Castigno, j'ai pu donner un brouillon de papier à une personne qui se trouvait là et qui a fait parvenir à mes parents que j'étais en bonne santé et qu'il restait de moi que le ruban du vautour. Qu'est-ce qu'on va devenir? Tout le monde se pose la question. Les Allemands nous ont ramenés au dépôt, qu'est-ce qu'on va faire de nous? C'est là qu'on a su, par les officiers qui étaient dans le dépôt, qu'on allait être mis en permission, en congé, dans nos foyers. Les seuls équipages qui échappent aux Allemands sont ceux des 4 sous-marins qui sont partis. Pourtant, l'Iris et le Glorieux se rendent dans des ports espagnols. Leur commandant, encore attaché à l'idée de neutralité, se refuse à rejoindre les Alliés. Seuls le Marsouin et le Casabianca vont jusqu'à Alger pour reprendre le combat. On est conscient que nous avons désobéi. On a désobéi non pas qu'à de Laborde, mais on a désobéi à Pétain, à Laval, enfin à tout le gouvernement. Donc nous étions des rebelles. Par la suite, le Casabianca participe au débarquement allié en Corse. Le capitaine de vaisseau l'Herminier, bien que malade, reste à bord jusqu'à la libération de l'île. Ce héros, décoré sur son lit d'hôpital par le général de Gaulle, se crée une légende. Elle escamote pendant des années les autres protagonistes du sabordage, ceux qui ont obéi aux ordres. On peut refuser d'exécuter un ordre qui soit contraire aux lois de la guerre, qui soit contraire aux droits de l'homme. La première chose que vous pouvez faire, c'est vous démettre. Dire, écoutez, moi, ça, je ne le ferai pas. Bon. Après, la décision de désobéir, et désobéir, ça suppose, pour les chefs militaires, que vous soyez en mesure d'imposer votre décision à ceux qui sont sous vos ordres pour leur faire prendre une décision différente.
Bon, ça, c'est chaque fois, c'est un cas d'espèce, mais à ce moment-là, vous sortez de cette relation, je dirais, légale entre le pouvoir politique et la responsabilité militaire, et à ce moment-là, eh bien, c'est l'histoire qui juge si vous avez eu raison ou tort. Au lendemain du 27 novembre, les pays alliés saluent le sabordage comme un acte héroïque, et le général de Gaulle glorifie le geste des marins de Toulon. Au moment où nos navires allaient être saisis par l'ennemi, le réflexe national a joué dans les âmes des équipages et des états-majors. La France a entendu le canon de Toulon. En réalité, de Gaulle est furieux de perdre la flotte. Dans ses mémoires, il se dit submergé de colère et de chagrin devant cette tragédie. Après la guerre, les amiraux seront jugés très sévèrement par la Haute Cour de justice. L'amiral de Laborde est condamné à mort en 1947. Lors de son procès, il déclare « Quant à moi, je n'ai été que francophile ». L'amiral Offand a droit à une peine de travaux forcés à perpétuité. L'amiral Leluc et l'amiral Marquis sont condamnés à 2 et 5 ans de prison. Tous ces officiers seront amnistiés par la suite. François Darlan est assassiné à Alger en décembre 1942. Il laisse la voie libre au général de Gaulle. Celui-ci est rejoint par plusieurs anciens officiers de l'armée d'armistice disparus. Jean Delattre de Tassigny va devenir compagnon de la Libération, alors que jusqu'en 1942, il était général dans l'armée de Vichy. Les marins de Vichy, eux, ont perdu leurs armes. Et pour la plupart, ils sont exclus de la grande épopée de la Libération. Pour la marine, le sabordage devient tabou. Mais ce qui sombre avec la flotte dans la rade de Toulon, c'est le rêve insensé de Vichy et de son armée, celui d'une neutralité impossible dans une guerre devenue mondiale. Ça m'a fait un frisson. J'ai senti un frisson en moi. Je dis, mais on ne va pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise à 20 ans? On exécutait des ordres. C'est tout. Ne cherchez pas à comprendre. On nous dit de faire ça, on faisait ça. C'était bien ou c'était pas bien. Voilà. Puis le bateau a une âme. Moi, j'étais resté que 5 ans sur le bateau. Ben, j'aimais mon bateau. Et je ne voulais pas le saborder. Ça me dégonfle un peu de vous raconter parce que quelquefois c'est un poids de dire tu as fait des choses abominables. Je n'ai pas fait, je n'ai rien fait d'abominable moi, puisque ce que je devais faire, je ne l'ai pas fait. On a pleuré. Eh oui. Parce qu'on n'a pas vu. Mais nous, même à l'intérieur, on entendait les explosions. Et je vous dis, il y avait quand même 85 bateaux qui ont explosé à Toulon. Alors ça faisait du bruit. Hein. Et bien, à ce moment-là, on a chialé comme des gosses. Eh oui.